Nous allons écouter maintenant Maria Ranoum, qui est de l'Université Grenoble-Alpes, qui va nous présenter certains de ses travaux en lien avec l'IFSTAR et le CEA Saclay. Bonjour, je suis Maria Ranoum et je suis dans la deuxième année de thèse dans l'Université de Grenoble et je travaille au laboratoire 3SR et mon directeur c'est Julien Barrault. Je veux vous présenter aujourd'hui des applications de la loi d'effet d'échelle WL2 aux structures en béton. Je veux commencer par présenter les hétérogénéités matérielles. Rossi a étudié 3 types de béton en réalisant des essais sur des éprouvettes en traction directe. Cette ancienne étude présente l'avantage de présenter des évolutions de modules Young et de résistance à la traction. À partir de ces essais, Rossi a tiré une relation qui relie directement le volume du plus gros granulat à la diminution de la résistance à la traction lorsque le volume augmente, ce qui traduit l'effet d'échelle. Et si Rossi relie l'effet d'échelle, les hétérogénéités au volume du plus gros granulat, Van Vliet a montré l'atténuation de l'effet d'échelle pour les échantillons secs. Donc la porosité est aussi un facteur important pour les hétérogénéités. Et je vais présenter après la méthode des volumes effectifs qui se découle. Donc, les hétérogénéités matérielles à plusieurs échelles est une source de l'effet d'échelle. Donc, pour développer une méthode d'effet d'échelle appliquée à différentes structures de différents volumes et soumis à différents modes de sollicitation, on veut utiliser les méthodes passées. La notion de volume effectif, elle est applicable pour comparer des structures, pour comparer la résistance à la traction et la probabilité de rupture pour des structures ayant différents modes de sollicitation, champ de contrainte et volume. Donc, le volume effectif est un volume équivalent soumis d'une manière uniforme à la contrainte principale maximale et ayant la même probabilité de rupture que le volume initial soumis au champ de contrainte engendré par les sollicitations imposées. Et aussi, je veux présenter la méthode WL2 développée récemment par Cellier et Millard. Cette méthode utilise la loi de Weibull en introduisant une formulation non locale de la théorie de maillons faibles due à la redistribution des contraintes due à la géométrie en 3 dimensions de la structure. Donc, ce qui signifie que la défaillance dans une zone limitée n'induit pas la rupture de la structure complète. Donc, une fonction de pondération de la probabilité de défaillance a été introduite en introduisant une longueur qui permet de prendre en compte les points voisins d'un point d'intérêt et d'éliminer les points lointains. Et à partir des essais expérimentaux sur un tirant de Mivlaz, Cellier a tiré un intervalle pour cette longueur d'influence et au-delà de cet intervalle de longueur, la résistance à la traction est sous-estimée. Donc, on propose une approche qui permet l'estimation d'une longueur d'influence L1 à partir de plusieurs essais expérimentaux sur des séries en traction directe. Pour ce faire, on veut étudier les rapports des volumes effectifs pour des couples de contraintes à la rupture expérimentale disponibles. Donc, la seule inconnue ici, c'est la longueur d'influence. Et aussi, on veut estimer la contrainte à la rupture en moyenne et en dispersion en propageant les incertitudes de l'équation. On dispose donc un coefficient de variation de 10% pour la résistance à la compression et de 30% pour le module de Weibull.
Donc, en entrée, on a le volume de référence la contrainte et le volume de référence qui est utilisé par cellier. Et en sortie, on obtient le volume effectif et la résistance à la rupture en moyenne et en dispersion pour la structure. Je veux noter aussi que le paramètre de Weibull peut être estimé par différentes méthodes, mais cependant ces différentes méthodes donnent à peu près la même valeur pour le paramètre de Weibull. Et il faut noter aussi que le 30% comme coefficient de variation pour le paramètre de Weibull vient des études de Danzer qui a montré que pour 30 essais expérimentaux, on a un coefficient de 30% pour le module de Weibull. Pour l'estimation de ce paramètre, il existe 3 méthodes. La première méthode qui est la formule de Rossi tirée à partir des essais de Rossi, mais cette méthode présente la limite du diamètre et du diamètre du plus gros granulat. Et une autre méthode, c'est la définition de Weibull qui donne une relation qui lie directement le paramètre de Weibull au coefficient de variation des résistances à l'attraction expérimentaux disponibles. Une troisième méthode, c'est la méthode de maximum vraisemblance qui a été utilisée par Lamont sur des structures en céramique. Donc, à partir de ces 3 méthodes, on peut tirer un intervalle pour le paramètre de Weibull. Et on peut noter que ce paramètre, qu'en général, en littérature, le paramètre de Weibull est surestimé, car en général, on trouve des valeurs de 12, 24 et 48. Donc, la méthode a été appliquée premièrement sur des séries en traction directe, et plus spécifiquement sur les essais de Rossi et de Van Vliet. Ce tableau présente les résultats expérimentaux de Rossi. Donc, les valeurs numériques sont comparées avec les valeurs expérimentaux. Cette figure présente l'évolution du rapport de la contrainte à la rupture pour la plus grande éprouvette par rapport à la plus petite éprouvette en fonction des différentes longueurs. Et à partir de ce graphe, on peut tirer une longueur de 0,2 mètres. Pour estimer la dispersion de la contrainte à la rupture, on dispose premièrement d'un coefficient de variation sur la résistance à la compression. Ces 2 figures présentent les évolutions numériques et expérimentaux de la contrainte à la rupture pour la série de Rossi pour 2 types de béton ayant une résistance à la compression de 35 et de 55 mégapascales. On peut voir que la prévision en moyenne est bonne, mais l'estimation de la dispersion est sous-estimée. Ensuite, la dispersion sur le paramètre de Weibull a été ajoutée et on voit bien une mieux distribution de la dispersion. Hoover et Bazan aussi ont mené des essais sur des poutres en flexion 3 points ayant la même géométrie mais différents volumes. Et ils ont aussi montré la diminution de la résistance à l'attraction lorsque le volume augmente. Dans cette figure, on montre aussi les évolutions numériques et expérimentaux de la résistance à l'attraction par rapport au volume par rapport à la longueur des poutres. Et on voit bien que la loi empirique de Bazan reproduit la moyenne de la résistance à l'attraction, mais suite à un calage de plusieurs paramètres numériques. Alors, notre méthode a été capable de reproduire l'effet d'échelle en moyenne et en dispersion, en menant aussi en propageant les incertitudes sur la résistance à la compression et sur le module de Weibull. Donc, en conclusion, on a mené une approche d'effet d'échelle dont ses originalités se résument par l'identification du longueur d'hétérogénéité matérielle à partir des essais expérimentaux en traction directe. Et on estime aussi la résistance à l'attraction en moyenne et en
et en coefficient de variation en propageant des incertitudes sur la résistance à la compression et sur le module de Weibull. Mais il faut noter que le volume de référence qu'on a utilisé correspond au volume utilisé par Cellier et ce choix de volume est donc discutable. Donc pour les perspectives, je travaille sur le choix du volume de référence et je travaille aussi sur l'applicabilité de cette méthode sur autres types de structures en béton armé et plus spécifiquement sur des larges structures. Et il faut noter aussi la relation qui peut être tirée entre la longueur d'effet d'échelle et la longueur d'autocollation qui peut être utilisée dans les champs aléatoires. Merci.